Oui, alors bonjour à tout le monde. C'est bon? Le son est bon? OK. Donc, je m'appelle Stéphane Baillargeon. Je suis journaliste au Devoir. Le Devoir présente cet événement. J'ai déjà travaillé dans la section en rapport aux arts visuels. J'ai toujours été au culturel au Devoir. J'ai déjà travaillé dans la section aux arts visuels. Je n'étais pas critique moi-même. Je faisais plutôt du reportage. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Stéphane Aquin il y a une vingtaine d'années. Marie-Ève travaille maintenant aussi au journal et on a une professeure d'université aussi avec Anne-Marie ici. Je vais vous les présenter et donc je dois commencer par moi-même. Donc je travaille au Devoir. Je suis journaliste à la section culturelle. Je ne fais pas de suivi du secteur des arts visuels depuis une dizaine d'années, donc je suis un peu l'imposteur concierge ici aujourd'hui. On m'a peut-être réchappé comme ça pour pouvoir poser des questions un peu plus terre à terre et embêtantes là, aux trois amis qui sont directement impliqués dans le milieu. Donc je vous les présente. Donc il y a Stéphane Aquin, l'autre Stéphane et l'autre garçon de la table, qui est historien de l'art et qui a été critique d'art longtemps au Voir pendant une dizaine d'années. D'ailleurs, 6 ans. D'ailleurs, la première fois que je l'ai rencontré, c'était pour faire un article sur une exposition qui s'appelait Snoopy. Il était déjà au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il y est retourné après avoir été critique. Et donc maintenant, il est il est conservateur d'art contemporain au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Après, ici, on a à sa droite, donc à votre gauche, Marie-Ève Charon, qui est historienne d'art, critique d'art, professeure et en fait chargée de cours au département d'histoire de l'art de l'UQAM, et qui est donc une de mes collègues. Il ne faudrait pas que je l'embête trop avec certaines questions. Et on a Anne-Marie Bouchard ici, à ma gauche immédiate, qui est historienne de l'art, chargée de cours de l'Université de Montréal au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques et qui pratique la critique, elle, surtout dans les revues, c'est ça? Donc, on va commencer avec peut-être un petit tour d'horizon pour voir d'où viennent les gens et comment ils sont parvenus à ce métier et ce qu'il faut faire exactement pour devenir critique d'art. On peut juste se poser comme question, si on en rêve quand on est petit. Je me rappelle une fois dans... Ça va pour vous, oui. Donc, une fois, un artiste de théâtre, un comédien qui avait été écorché par Robert Lévesque chez nous, avait écrit au journal une lettre pour dire Waouh, vous êtes d'abord, vous êtes critique d'art, c'est presque une insulte comme métier. Personne rêve de devenir critique quand il est tout petit. Là. Quand on demande à un enfant de 5 ans ce qu'il veut faire, il dit aviateur ou peut-être comédien, mais jamais critique. Alors, vous-même, comment êtes-vous devenu critique et qu'est-ce qu'il faut pour devenir critique? Est-ce qu'il faut faire on peut commencer peut-être par Stéphane Aquin, il faut faire de longues études. Vous êtes tous les trois très diplômés. Madame, ici, un post-doc ou même 2 post-docs. Donc, c'est nécessaire de passer par de grandes études pour faire ce métier? Non, mais parlant de théâtre, je me rappelle d'une autre anecdote. C'est René Richard Cyr, je pense, qui disait bon, ben, je veux bien que les critiques apprennent leur métier sur le tas, mais je veux pas être le tas. Et alors, cela dit, il voyait juste, effectivement, c'est pas un métier qui s'apprend à l'école, et c'est un métier qui se pratique. Ou c'est même pas une profession, mais c'est quelque chose qui se pratique. On arrive là de toutes sortes d'horizons. Je pense que l'histoire de la critique d'art est très riche en enseignements. Souvent, c'était des philosophes, des écrivains au 19e siècle, jusque tard dans le 20e, des politiciens même qui sont arrivés. Mais en fait, donc, les horizons de provenance des critiques d'art sont multiples. Dans mon cas, je suis historien d'art. Je pense dans notre cas aussi. Marie-Ève? Merci Stéphane. Donc oui, d'abord et avant tout, historienne de l'art. Moi, quand j'ai commencé mes études en histoire de l'art, je lisais les critiques de Stéphane Aquin. Oui. Une écriture fabuleuse mais virulente dans le voir. Oui. Et on devient critique par la pratique, bien sûr, et par la tribune qu'on occupe. Parce que chaque conception de la critique se découle de la tribune qu'on occupe comme critique. Il y a plusieurs conceptions de la critique. Et on devient critique, oui, à travers la pratique, mais sans jamais sacrifier la connaissance des pratiques artistiques elles-mêmes et de l'histoire de l'art, bien sûr. Moi, j'ai fait un drôle de détour par le 19e siècle. En fait, j'ai fait mon doctorat sur le 19e siècle, plus précisément sur le discours sur l'art dans les journaux, en particulier les journaux politiques, anarchistes, très libertaires. Et donc, après avoir passé 7 ans de ma vie à fréquenter des barbus révolutionnaires, je suis décidée de revenir, de faire un retour vers le futur et de revenir dans mon époque
et de donc commencer à m'intéresser plus à l'art actuel et à l'art contemporain. Donc, ça fait depuis 2009 que j'écris dans différentes revues. J'apprécie vraiment le fait de pouvoir faire ces allers-retours justement entre ma connaissance sur le discours sur l'art au 19e siècle, début 20e, et ce que je vois aujourd'hui. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce sont en général pas tant chaque œuvre, mais des réflexions globales qu'on peut avoir sur ce que l'art nous apprend sur l'état de notre monde. Donc vraiment plus de l'ordre d'une critique de la culture, plus que précisément une critique d'art. Vraiment quelque chose de plus global. OK. Et maintenant, alors évidemment, on voit bien d'où vous venez, pour comment vous êtes arrivé à ce métier, mais à quoi ça sert alors? Comment voyez-vous votre rôle? Parce que vous pouvez servir à toutes sortes de choses. Vous pouvez éclairer évidemment les collectionneurs qui sont ici aujourd'hui. Vous pouvez éclairer tout simplement les amateurs qui lisent vos textes. Vous pouvez aussi peut-être servir de conseiller à des grandes collections. Vous pouvez avoir un rôle critique, détaché, qui est sans autre objectif que le simple plaisir de critiquer et d'analyser. Comment voyez-vous donc ce rôle? À quoi sert la critique encore aujourd'hui? Quoi sert la critique? Dans un premier temps, la critique ne fait pas la promotion de l'art, des artistes et des œuvres. La critique sert très peu aux collectionneurs, je crois. La critique va s'adresser davantage à des amateurs, mais je pense dans un tout premier temps la communauté des arts visuels, donc ceux qui font l'art, la scène artistique, les artistes eux-mêmes et tous les coproducteurs de l'art, à savoir les commissaires, les conservateurs, les galeristes, etc. Et la finalité de la critique, elle diffère selon la tribune. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, on devient critique à travers une certaine tribune de la critique. Il y a autant de conceptions de la critique qu'il y a de tribunes où se pratique la critique. Et dans un quotidien, comme au Devoir, puis je peux faire la différence parce que j'écris à la revue Est, qui est une revue spécialisée. Dans un quotidien, il y a la nécessité d'avoir un discours critique qui est accessible à un lectorat plus élargi. Et il reste que la tribune du Devoir nous permet d'avoir un vocabulaire de spécialistes. On est invité pour ça à écrire au Devoir. Et la finalité de la critique est très peu, selon moi, de l'ordre de déclarer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Quand on fait de la critique sur l'art contemporain, sur l'art actuel, dans un premier temps, c'est d'élaborer un discours qui analyse les œuvres et qui les interprète. Et la critique n'est pas uniquement composée d'un jugement qui dit c'est bon, c'est pas bon. La critique est composée autant, sinon plus, d'une dimension interprétative, analytique, et ça passe par la description de l'œuvre dans un premier temps. Enfin, moi, c'est la conception de la critique que je défends. Oui, tout à fait, en fait. Puis je rebondirais sur cette idée que nous ne sommes clairement pas une roue du carrosse de la production qui est vouée à un certain marché. On n'est pas une roue du carrosse de la commercialisation de l'art ou d'une certaine conception de sa consommation. On est vraiment là pour développer différents discours qui permettent, oui, d'interpréter les œuvres dans une dynamique plus resserrée, mais aussi de les intégrer dans quelque chose qui serait plus de l'ordre d'une espèce de trame narrative de l'histoire, réussir à les positionner, montrer en quoi elles apportent quelque chose de nouveau, en quoi elles se réfèrent à quelque chose d'ancien. Question de vraiment arriver à donner des clés de lecture aux gens, pas nécessairement seulement pour l'œuvre qu'on est en train d'analyser, mais pour tout ce qui se passe dans le milieu culturel autour, et vraiment donner aussi des clés de lecture de notre façon de lire les images en général, les images qui nous entourent dans le monde, donc la culture visuelle en général. Stéphane Aquin, je vais reprendre la question, mais je vais m'adresser maintenant à celui qui est passé de l'autre côté, là, qui est devenu un commissaire d'art. Est-ce que la critique vous sert un peu? Bon, ces dames viennent de nous dire qu'il n'y a pas de finalité pour aider le commerçant, d'accord? Pour aider l'acheteur, d'accord? Mais est-ce que la critique d'art peut servir au commissaire? Est-ce qu'elle peut l'aiguiller un peu? Est-ce que c'est un rouage important dans l'ensemble, dans la mécanique qui sert à juger l'art, peut-être pas uniquement à le juger, mais aussi à l'interpréter, à le comprendre, à l'encenser éventuellement, puis à le projeter et à le présenter? Oui. Ben, je suis mieux de dire oui. Hein. Ouais. Mais on a vu cette importance se modifier au cours des décennies, mais aussi au cours de la dernière décennie. Pas seulement par le fait que moi, je suis retourné du côté des musées, mais il me semble que, par exemple, d'une manière générale, la reconnaissance passe davantage par les mécanismes ou les leviers du marché
que par ceux de la critique. Non pas que la critique interprétative n'est pas encore utile, importante pour comprendre l'œuvre d'art, que ce soit pour le grand public ou pour nous qui devons travailler ou écrire sur une œuvre. Donc de connaître les différents points de vue, c'est toujours extrêmement riche. Par contre, dans l'ensemble de l'écologie, si l'on veut, de l'art, il me semble que les leviers du marché ont pris davantage le relais. Qu'un critique soit pour ou contre vient en second lieu. Et déjà quand, en fait, je sais pas, à la belle époque, quand j'écrivais, la mienne, c'est toujours, la sienne, c'est toujours la bonne. C'était déjà, on était déjà conscient de ça. Il y a quand même, dans cette espèce d'écosystème particulier, il y a quand même des liaisons qui sont permis. On peut tisser facilement quand même entre le marché, les critiques, les musées. Je pense à un cas en particulier que je trouve qui illustre assez bien la manière dont les choses peuvent se développer les unes à la suite des autres d'une façon un peu anarchique. Plusieurs personnes doivent connaître l'artiste de Québec, Jean-Robert Drouillard, en fait, qui fait de la sculpture sur bois dans des installations et qui s'est retrouvé au centre d'une polémique avec Régis Labaume, mon adoré maire de Québec, et qui, donc, à mesure de cette polémique, est entré en contact aussi avec des journalistes qui ont voulu par la suite couvrir cette polémique. Et à partir de ce moment-là, son travail s'est retrouvé à être de plus en plus traité dans des revues spécialisées aussi. Et il s'est mis à prendre de plus en plus de place aussi dans le marché de l'art et à avoir des acquisitions dans les musées. Donc, la manière dont les choses se structurent, c'est jamais nécessairement très clair. Il y a parfois des chemins un peu de traverse particuliers. Mais généralement, on n'est pas là pour faire la promotion, mais parfois, juste en essayant de traiter d'un dossier particulier, on en arrive à en faire et il y a toujours nécessairement une genre de surenchère de la critique aussi. La critique se lit elle-même, donc ça engendre la critique qui parle de la critique. Je reprends ce que tu avançais, Stéphane. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que le critique aujourd'hui n'a plus le poids qu'il avait auparavant. On pourrait remonter jusqu'à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, où le critique était un intermédiaire crucial dans la logique de l'avant-garde, dans le fait de mettre de l'avant des artistes, de mettre de l'avant des mouvements, ce qui n'est plus du tout le cas dans le système de l'art contemporain. Parce que non seulement les critères d'évaluation de l'art contemporain sont démultipliés, mais qu'il y a une multiplication des intermédiaires, des joueurs dans le milieu de l'art. Donc, il n'y a plus seulement le critique d'art, le marchand et un public plus ou moins hétérogène, mais il y a aussi les commissaires, les conservateurs, les relationnistes de presse, les responsables des communications pour toutes ces institutions muséales et autres qui ont recours à ces services. Et le critique d'art devient un joueur parmi d'autres dont le poids est très relatif, ce qui fait que désormais, on ne voit plus seulement la figure du critique, mais la figure du critique commissaire. Et c'est une figure qui s'impose de plus en plus dans le système de l'art, qui est déterminée, oui, pour beaucoup par les leviers du marché de l'art, mais le commissaire ou le conservateur détient dans ce système-là un impact très important, plus grand que le critique sur ses pages noircies. Mais donc, c'est pourquoi je crois qu'on voit apparaître de plus en plus les critiques commissaires à l'international, beaucoup, depuis au moins 10-15 ans, sinon plus. Moi-même, je me commets comme commissaire indépendante. C'est parce que c'est la possibilité d'intervenir, pas juste à fortiori, dans l'après-coup, lorsque les œuvres sont exposées, mais de venir légitimer le travail d'un artiste en amont, c'est-à-dire dans la conception d'une exposition, dans le discours qu'on élabore autour de lui à travers des catalogues ou des cartels allongés. Et dans le fond, on voit que la figure du critique, dans un contexte où il y a une démultiplication des joueurs, c'est aussi l'autre phénomène qu'on observe, c'est la labilité des rôles, le fait que les individus occupent plus d'un rôle dans le système de l'art et parfois plus d'un en même temps. Et le critique n'est pas le seul à faire ça. OK. Ben, c'est peut-être une déformation professionnelle en tant que critique des médias et du journalisme. Je suis toujours prêt à tirer dans mon camp. J'ai pas peur de ça. Il faut toujours se méfier un peu des idéologies de profession. J'adore cette phrase qui dit que les chasseurs passent leur temps à se présenter comme les amis de la forêt. Là. Mais je comprends bien que les critiques peuvent se dire « Ah, je suis neutre, au-dessus de la mêlée, je n'ai pas d'amis, je fais mon travail. » Mais en même temps, avec ce que vous racontez, on a l'impression
il y a parfois des apparences de conflit d'intérêts, qu'il y a que même l'artiste lui-même peut ne pas être libre, être au service de différents intérêts ou en tout cas soumis à différentes pressions. J'imagine que si on peut se poser ce genre de questions, on peut aussi se poser ce genre de questions. On peut aussi adresser ce genre de questions aux critiques. Est-ce que le critique est totalement neutre, totalement détaché, il ne subit aucune critique, aucune pression? Et à Stéphane Laquin, je demanderais si lui-même en fait maintenant qu'il est passé de l'autre côté. Est-ce que ça vous arrive de faire des pressions de l'autre côté, puis après, vous pourrez répondre et le contredire si vous voulez? Non, non, mais j'ai toujours été très vieux jeu. Et quand j'étais critique, justement, je faisais pas de commissariat. Et j'ai évité d'aller dans les vernissages de façon à garder ou maintenir une relative distance. Ce paradigme-là est complètement disparu. D'ailleurs, je pense que très, très dinosauresque à l'époque de penser qu'on pouvait maintenir cette objectivité, du fait même aussi que les journaux et les périodiques ont réduit l'espace alloué à la critique d'art comme tel. Donc, en termes très techniques, si j'avais 5 ou 6 feuillets par semaine à voir, je sais qu'à la fin... Oui, oui. L'époque est révolue, hein? Non, l'époque est révolue. Alors, on a vu cette portion-là diminuer. On a vu les grands journaux mettre fin au poste de critique d'art. Donc, le Toronto Globe and Mail en avait un, John Bentley Mays. Est-ce que ça ne fragilise pas davantage encore la position du critique? Ben, Il est encore plus soumis à toutes sortes d'intérêts, de tentations pour faire un peu d'argent, pour arrondir ses fins de mois. Là. Et alors, tous les journalistes peuvent être victimes de ce genre de situation aussi. Il y a à la fois l'écologie du milieu de l'art qui a changé, mais il y a aussi une fragilisation qui force à cette multiplication des rôles que prend le critique. Tout à fait, je pense que tout ça est en mutation. Ouais. Donc vous, Mme Bouchard, vous êtes complètement libre de dire ce que vous voulez, comme vous voulez, sans aucune pression. Jurez-vous, dites-vous... Je peux sortir la Bible si vous voulez. J'ai absolument pas cette prétention. Je dirais cependant que j'ai le sentiment que je peux plus me le permettre dans la mesure où j'arrive à multiplier les sphères de mes activités. Je suis aussi commissaire, mais je travaille plus sur les années 50, donc je suis pas en lien avec le milieu de l'art contemporain, donc ça me permet une certaine latitude par rapport au milieu de l'art contemporain, puisque je suis pas uniquement redevable de ce milieu-là pour mettre du pain sur ma table. Ceci dit, ça fait vraiment partie des problématiques qu'on rencontre actuellement, cette précarisation du milieu du travail dans le milieu de la culture, qui effectivement nous oblige à cumuler différents postes pour essayer juste de vivre de ce qu'on aime, qui est notre passion, qui est l'histoire de l'art ou l'art contemporain. Ça fragilise notre situation professionnelle aussi en un sens parce que c'est un milieu qui est relativement petit et dans la mesure où on le topographie quand même assez rapidement, on sait déjà quelles sont l'organisation des intérêts et on doit faire avec ça en fait. Et on en est conscient. Je crois qu'on en est tous conscients. L'important, c'est d'en être conscient et de l'assumer et de ne pas se mettre dans une espèce de position utopique qui est impossible à tenir en fait. Je vais préciser ma question à l'endroit de ma collègue. Alors, Marie-Ève, es-tu de temps en temps victime ou en tout cas subis-tu des pressions de la part d'artistes, de collectionneurs, de galeristes, de muséologues, de commissaires, de patrons? Est-ce que nos patrons t'achalent des fois de temps en temps avec des pressions? Donc, peux-tu franchement répondre à cette question? Je dois commencer par ça. La patronne, jamais va m'obliger, me contraindre de couvrir telle exposition. Donc, ça, c'est très clair au devoir. On a la liberté de choisir les sujets qu'on va couvrir. Ensuite, qu'est-ce qu'on appelle par pression? Est-ce qu'on peut désigner comme étant de la pression le fait de recevoir un courriel d'une galeriste qui nous dit « Seriez-vous intéressé à collaborer avec nous en couvrant notre exposition? » Je pense qu'il y a de la confusion ici. La façon de choisir les expositions à couvrir, ça relève que de moi. Je ne vois pas quelle serait la pression exercée qui pourrait me faire opter pour une expo plutôt qu'une autre. Mais bien sûr, dans l'écriture au quotidien, de façon hebdomadaire, la question du choix de l'exposition se pose plus rapidement à cause de la fréquence de publication. Puis il y a tout ça d'impératifs qui entrent en ligne de compte à ce moment-là. C'est l'heure de tomber, c'est le calendrier des expositions, on doit couvrir telle exposition avant telle autre. Donc, il y a d'autres impératifs qui sont plus objectifs qui entrent en ligne de compte. Mais je ne crois pas par ailleurs à l'objectivité du critique d'art. Je ne sais pas qui a déjà avancé ça. Peut-être le journaliste a une prétention à l'objectivité, mais pas le critique d'art, non, jamais.
la critique d'art, le discours de la critique se veut engagé, engageante. Même si on n'écrit pas au jeu, il y a une subjectivité assumée dans le discours de la critique d'art. Et dans le fait de démultiplier les rôles, moi aussi, j'y vois un salut dans la capacité de garder une indépendance. D'abord, oui, financière, mais de toute façon, c'est pas possible de vivre de la critique d'art au Québec. Moi, je vis de l'enseignement et l'enseignement en histoire de l'art au cégep et à l'université alimente énormément mon regard sur les œuvres d'art. Je ne me verrais pas fonctionner, faire l'un ou l'autre séparément. Ça va ensemble. Et oui, le paradigme a changé. À ton époque, c'était moins courant de voir des critiques commissaires. Maintenant, on voit des critiques commissaires et des critiques artistes. Nicolas Mavrikakis s'est commis il y a l'année passée avec une œuvre d'art. Mais moi, je trouve qu'en étant commissaire, ça aussi, le discours critique est gagnant parce que dans le dialogue qui s'engage avec les artistes, il y a encore une plus grande connaissance des pratiques artistiques qui se fait. Il y a une plus grande connaissance de l'objet d'art lui-même, d'aller dans les ateliers, de comprendre les processus de travail. Et ça n'empêche pas pour autant de bien faire le boulot de critique par après. Mais notre milieu étant petit, effectivement, il y a un recoupement. Et oui, j'ai des amis artistes. J'ai pas peur de ça. Sauf que je ne fréquente pas les vernissages ou le moins possible parce que c'est pas possible de faire le boulot à ce moment-là. Tu veux rajouter quelque chose ou non? Non? Voilà. Maintenant, la grande question, celle qui devait être abordée dans le cadre de cette table ronde, concerne évidemment l'état de la critique et la crise de la critique. Tout est en crise actuellement. Le modèle québécois, le couple, l'amour, tout y passe. J'imagine que la critique, elle aussi, finit par écoper. Et on l'entend dire, et les preuves sont là en partie. Stéphane Aquin a cité le nombre de feuillets qui se réduit constamment. On pourrait citer le nombre de critiques aussi, je crois que vous l'avez fait aussi. Le nombre de feuillets, c'est ça par article, mais aussi le nombre de critiques. Il en reste quoi à Montréal? 4 ou 5 professionnels. On peut aussi citer la disparition de certaines grandes revues comme Parachute. On peut citer le fait que il n'y a pas nécessairement de grandes figures tutélaires qui se démarquent, alors qu'il y a 50, 60 ans, il y en avait. Avant qu'on entame cette table, je mentionnais à Aquin, c'était intéressant de voir que depuis quelques années, par exemple, dans le monde, il y a eu des expositions sur de très grands critiques d'art en tant que critique. Alors, on a fait des expositions autour de Malraux, qui avait été un grand critique d'art, d'Aragon, de Breton, de Clement Greenberg. Est-ce qu'on referait ça aujourd'hui? Probablement pas, parce que la critique a perdu de son aura, la critique a perdu de sa force, et la critique est peut-être en crise. Alors, si elle l'est, pourquoi? Qu'est-ce qui vous semble menacé? Est-ce que c'est tout simplement une crise de la médiatisation de la critique, ou c'est une crise de la critique elle-même, la critique elle-même? Donc, est-ce que c'est une crise qui a des sources externes, par exemple les médias qui la projettent, ou c'est une crise qui est interne, qui vient de sa façon de faire, de son langage, de sa difficulté à se démarquer dans le monde actuel de la surproduction de sens et de points de vue? Alors, voulez-vous commencer, vous, la postdoc? La critique a toujours été en crise. La figure du critique a toujours été une figure ambiguë, interdisciplinaire, à cheval en deux disciplines. Le statut du critique ou de la critique a toujours, je pense, été en crise. Peut-être plus particulièrement depuis les années 60-70, parce que dans un premier temps, toutes les figures d'autorité ont été remises en question. Donc, le critique aussi. Donc, des figures comme Greenberg, on ne verra plus jamais ça. S'il y a une figure dominante qui est en train de s'imposer dans le monde de l'art, c'est bien sûr le ou la commissaire. Mais la critique est toujours en crise. Il n'y a pas une année qui passe sans qu'il y ait un colloque qui réfléchisse à la critique d'art, au discours de la critique d'art. Et la critique, oui, probablement se questionne
plus encore depuis les années 60 à cause de l'art contemporain qui suspend les critères d'évaluation habituels de l'art. Donc, le relativisme des critères d'évaluation de l'art, c'est un état de fait avec l'art contemporain, avec la multiplication des joueurs, avec, oui, les médias eux-mêmes qui véhiculent la critique d'art, avec le fait que, faute de critiques d'art formées, peut-être que le discours critique, parce qu'il y a dans certains journaux, les gens qui écrivent sur les arts visuels ne sont pas des gens formés en histoire de l'art. Donc peut-être que leur discours ressemble davantage au communiqué de presse, donc au discours autorisé par l'artiste. Donc oui, ça peut mettre en péril la pertinence d'un discours critique, mais il s'en fait beaucoup de critiques. C'est toi qui disais ça, hein, le critique sur la critique. La critique dans son autoréférence. Je vais rebondir sur ce que dit Marie-Ève parce que j'abonde vraiment dans le même sens et je dirais que sans essayer d'avoir un regard historique sur la chose, juste en prenant l'état de la critique tel que je la vois aujourd'hui, je me suis intéressée à ça dans mon dernier éditorial dans Etc. En fait, il y a deux dimensions. Il y a une dimension très compte-rendu d'exposition qui est assez fréquente et d'autre part, un discours dans les revues scientifiques, dans les revues spécialisées qui est de plus en plus un discours très académique et très universitaire qui a tendance un peu souvent à rebrasser les mêmes grilles d'analyse pour différents corpus et qui est un discours qui qui peut intéresser vraiment des initiés, mais qui a aussi une certaine forme d'hermétisme qui, je crois, en fait, le dessert quand même jusqu'à un certain point, malheureusement. Pour voir un peu comment sont formés les étudiants à l'université, je peux le dire, il y a des modes, en fait, théoriques qui font que on aborde les corpus d'art contemporain plutôt de telle manière ou plutôt de telle manière. Et personnellement, ce que je déplore vraiment, c'est qu'à travers cette espèce de surspécialisation du discours sur l'art qui est très, très, très universitaire, on a tendance à perdre le public parce que, puis on perd même moi, des fois, je trouve ça insupportable. Là. Je ne sais pas que je manque de formation pour comprendre, mais je trouve ça juste aride. Mais il y a tout un ensemble d'enjeux qui sont importants dans le milieu actuellement, la précarisation, la façon dont il y a de plus en plus d'artistes qui demandent des subventions, le fait que le marché est en train de grandir, qu'il y a des nouvelles initiatives comme la Foire Papier 14. Il y a toutes sortes de choses qui bougent, qui émergent, qui transforment le milieu et qui n'ont pas nécessairement droit à des analyses dans les revues. Et c'est vraiment ça qui manque. Et c'est ça, je pense aussi, qui crée une forme de crise. C'est qu'il y a une espèce de caractère désincarné de la critique par rapport à des enjeux plus politiques, plus économiques, plus sociaux, qui concernent directement les arts visuels, qui ont une incidence sur la pratique et qui ont tendance à être laissés de côté au profit de grilles d'analyse savantes pour avoir des publications dans son CV. Bien dit. Et je suis d'accord. Et on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas encore parlé de la conscience qu'a le critique d'art d'écrire ou de s'adresser à un lecteur. Et je sais que quand j'étais à Voir, j'étais extrêmement conscient de ça. On avait une large diffusion. C'était l'époque où Voir avait une large diffusion. Je visais une sorte de public qui n'était pas le public spécialisé, le public du monde de l'art, mais juste au-delà. Ce public très intelligent, très informé, ça peut être des profs en philo, des retraités, des enseignants qui s'intéressent aux arts, mais qui n'ont pas tout l'arsenal là, du vocabulaire critique que nous pouvons maîtriser entre nous très bien. C'est agréable. Mais, et ça, cette conscience de s'adresser à un lecteur et à quel lecteur on s'adresse est fondamental dans le rôle. Et c'est vrai que selon qu'on est un critique de combat pour un groupe, ou alors qu'on est en dialogue avec l'artiste ou en dialogue avec ses pairs universitaires, le niveau de langage change énormément et l'esprit même de la critique varie. Tu voulais rajouter quelque chose à ce sujet? Non? Mais alors, donc, il y a une part de responsabilité dans cette crise que vous refusez, mais que je pensais pouvoir quand même identifier. Dans la crise de la critique, il y a une part de responsabilité interne, en quelque sorte. C'est-à-dire que je me rappelle d'une belle phrase de Aron qui dit que, dans ses mémoires, parce que lui avait été journaliste et professeur d'université, il dit « Ceux qui peuvent le plus peuvent pas nécessairement le moins ». Et c'est une formule assez formidable. Et ce qu'il voulait dire, c'est que c'est pas parce que tu es capable de faire 500 pages de doctorat très pointu que tu es capable de faire 5 feuillets agréables pour le badaud, là, le commun des mortels, dont moi. Donc, est-ce que vous sentez que le vocabulaire
est adapté, que la forme de la critique est adaptée, et que, à cette volonté de démocratisation du jugement et de démocratisation de l'accompagnement par un expert là, des œuvres et du travail d'exposition. Le problème, c'est qu'on ne peut pas juger du fait qu'il n'y ait à peu près pas de tribune qui s'adresse au grand lectorat, puisque si on réfléchit la question autour des revues S ou etc., leur lectorat, c'est un lectorat spécialisé. Donc, si on regarde les rares cas de critique dans les quotidiens, les hebdomadaires, qu'est-ce qui reste? Il reste Le Devoir, La Presse, Voir. Bon. Il ne reste presque plus rien. Pardon, les blogs, ben ça, c'est une réalité. On y revient plus tard. Donc, je sais que pour moi, c'est une préoccupation que d'avoir un discours écrit qui soit accessible pour un lectorat élargi. Cette préoccupation-là, elle est constante dans l'écriture d'un article de journal. Et le fait que maintenant, vous le remarquez, les deux Stéphane, l'espace est réduit. Même au Devoir, les articles sont moins longs. Les fois où je fais des 1000 mots sont moins fréquentes maintenant. Et donc, ça demande plus de concision. Qu'est-ce qu'on sacrifie? Mais en même temps, avec la concision, on va chercher peut-être plus de clarté. Donc, un propos qui laisse tomber les frioritures qui ne seraient pas nécessairement éclairantes pour un lectorat élargi. OK. Ben, alors, vous, Mme Bouchard, là, qui êtes à la tête d'une revue, une de ces revues spécialisées, est-ce que vous seriez prête à battre votre coulpe et à dire que vous ne faites pas assez d'efforts pour vulgariser? Clairement. Ceci dit, ça fait partie de nos objectifs depuis la publication du dernier numéro, justement, de repenser les formes du discours sur l'art, entre autres parce qu'on a décidé de faire un virage plus vers les arts médiatiques et que les formes, en fait, des œuvres d'art ont tellement changé. Il y a tellement de plus en plus d'œuvres qui convoquent pas seulement le visuel, mais parfois l'audio, qui convoquent le mouvement, qui sont parfois des œuvres qui vont se développer sur toute la longueur d'une exposition, vraiment une dimension plus événementielle. Donc, il y a vraiment une transformation de la façon dont les œuvres d'art se présentent à nous. Et conséquemment, on a voulu ouvrir vraiment l'espace du discours pour essayer d'amener une espèce de créativité dans le discours comme tel pour lui permettre de s'ouvrir un peu à ces nouvelles formes d'art-là et de pouvoir témoigner des multiples dimensions, en fait, des œuvres d'art telles qu'on les conçoit aujourd'hui. Il y a de tout. La semaine dernière, j'ai rencontré une céramiste, donc quelqu'un qui est formé en métier d'art, mais qui s'intéresse vraiment à des procédés, des procédés technologiques pour faire bouger ces céramiques dans des installations. Donc, il y a vraiment une espèce de métissage qui, parfois, en fait, ne transparaît pas dans les revues spécialisées parce qu'on est formé en histoire de l'art, entre autres, à organiser nos critiques ou à organiser nos papiers de telle manière et on a plus de difficultés à sortir de cette espèce de normativité de la critique pour aborder ces nouveaux corpus, mais il faut faire l'exercice. Et même si ça se fait de façon expérimentale, ben, on a envie de le faire, en tout cas à la revue pour laquelle je travaille, on s'est vraiment lancé là-dedans. On va peut-être se planter, mais ceci dit, on aura essayé au moins. Mais par ailleurs, dans la formation universitaire en histoire de l'art, très peu de cours vont donner l'occasion d'écrire un texte d'une forme de critique d'art, que ce soit pour un quotidien ou une revue spécialisée. Moi, je donne un cours sur la critique d'art à l'UQAM. Là, on peut pratiquer ça, mais autrement, c'est cet apprentissage sur le tas que tu évoquais au départ. Donc, cette normativité-là, elle arrive dans l'après-coup, peut-être surtout dans les revues spécialisées où effectivement le jargon savant n'est pas toujours là pour servir la qualité de la réflexion. Cela dit, quand on regarde les critiques d'art dans les journaux, l'intention d'offrir un discours accessible ou qui démocratise l'accès aux propos sur l'art contemporain, qui offre en partant une difficulté de compréhension pour le grand public, il ne faudrait pas penser non plus que c'est au prix de sacrifier l'analyse. Et le discours analytique, il est absent dans nos médias généralistes. Alors, il ne faudrait pas sacrifier ça. Il faut que dans la critique d'art, il y ait cette exigence d'analyse qui fait de sa lecture quelque chose d'exigeant. Il faut maintenir ça. Mais découvrant ce matin dans les journaux, dont Le Devoir, qu'il y avait combien de pourcents de diplômés universitaires qui n'avaient pas les compétences de lecture?
Donc, il ne faut pas jeter l'éponge. Il faut quand même garder un discours qui est exigeant envers les œuvres d'art, mais qui est exigeant aussi dans sa dimension analytique. OK. Je vais essayer de réveiller Stéphane Laquin avec une question très critique. Alors, parce qu'on a déjà, on a déjà parlé ensemble de ce problème, celui de l'enfermement sur soi par le discours spécialisé est connu comme problème, mais le discours de l'enfermement sur soi d'un groupe de critiques, d'un groupe de critiques local, national, pose aussi, a aussi ses effets. Ce que je veux dire, c'est que la critique québécoise peut sembler aussi parfois un peu provincialiste parce qu'elle reste enfermée sur elle-même, elle tourne toujours autour des mêmes expositions, alors que toi qui voyages beaucoup maintenant avec ton travail, tu m'as souvent expliqué que, pas ces gens ici, là, mais souvent, tu avais l'impression que les gens n'étaient pas assez au fait de ce qui se passe à l'extérieur et qu'ils n'avaient pas les clés pour pouvoir comparer comme il faut ce qui se fait, entre autres, de qualité ici et qui pourrait être rapporté à ce qui est présenté comme de la qualité à l'extérieur et qui ne l'est pas nécessairement, et de temps en temps à l'inverse aussi. Très clairement, et c'est pour ça que je reprendrai exactement ce que Marie-Ève a dit, mais je remplacerai analytique par informé. Je ne pense pas, contrairement à toi, que le journal, le quotidien, soit la place, le lieu d'une analyse de type théorique ou critique sur les œuvres d'art, mais bien plutôt effectivement de projection informée, éclairée sur l'état de situation plus large, sur l'état des discours de manière plus large et sur la pertinence et la qualité, en fait, parce que qu'on le dise ou je veux dire, c'est très bien de dire on ne veut pas juger de la qualité d'une œuvre d'art, on le fait toujours. On le sait qu'on le fait. Et même les pratiques conceptuelles, les pratiques performatives sont accomplies, sont réussies ou ne le sont pas. Et ça, on le sait entre nous. Et donc, je pense que c'est un des rôles aussi de la critique d'informer à l'échelle d'une connaissance plus large de tout ce qui se fait, mais aussi donc de pouvoir jauger de l'importance et de la valeur relative des productions et de ne pas prendre la dernière production qu'on trouve à telle galerie comme, voilà, Mais c'est vrai donc que ça pose un problème de relation entre le local et l'international, ou le national et le mondial, c'est ça? Est-ce que nos critiques, est-ce que notre milieu critique est assez au fait de cette dynamique d'échange entre le local et l'international? Je vais laisser Marie-Ève répondre, parce qu'elle semble vouloir répondre, mais elle l'est de plus en plus. Puis je ne prétendais pas l'être quand je faisais de la critique. Okay. On voyageait peu, on voyageait quand même, on se tenait minimalement au courant. Je sais que Marie-Ève est à Venise à tous les 2 ans. Il y a un devoir, Nicolas aussi, Mavrikakis, il y a un devoir d'information. Que les critiques payent eux-mêmes, en fait, de leur propre poche, parce que les journaux n'ont pas l'argent pour les envoyer. Mais il faut avoir cette connaissance plus large, parce que il y a une réelle mondialisation du marché de la scène artistique, ce qui n'empêche pas aussi le fait qu'il y a encore des scènes nationales et des scènes provinciales. Il ne faut pas se tromper, là. Tout n'est pas mondialisé. On le voit dans le marché. Il y a un marché canadien de valeurs canadiennes qui n'ont aucune valeur à l'extérieur, mais il y a quand même une globalisation des échanges et des enjeux critiques, et ça, c'est bien évident. Marie-Ève? Bien, précisément, à voyager dans les biennales ou dans les événements internationaux, le constat qui s'impose pour nous ici, c'est la qualité des pratiques artistiques qui sont pratiquées ici et leur absence par ailleurs sur le réseau international. Et je ne crois pas qu'il faille uniquement évaluer les pratiques d'ici à la lumière des pratiques imposées dans le réseau international, tout simplement parce que notre contexte n'évolue pas avec les mêmes paramètres, la dynamique n'est pas la même, quoique cette dynamique est précisément en train de changer présentement avec des joueurs qui veulent donner à notre scène artistique les couleurs du réseau international. Pouvoir comparer les paradigmes et les modèles. Bien sûr, bien sûr. Il faut absolument que ça se fasse. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en le commençant à le faire, on voit la nécessité d'entretenir ça. Hein. Ce n'est pas d'aller une fois dans un événement international que l'exercice de comparaison est fait. C'est d'y aller régulièrement et de constater que certaines mêmes figures circulent à tous les endroits, dans les grands événements bien en vue, pour finalement arriver 3-4 ans plus tard au musée d'art contemporain, par exemple, ici à Montréal.
Mais oui, c'est important pour avoir cet éclairage sur nos pratiques d'ici, d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Je vais vous poser la question, c'est que ça me semble aussi, j'aurais peut-être dû mettre en contexte au départ la réflexion, ça me semble un problème très particulier au milieu des arts visuels qui, par définition, voyage pas. C'est-à-dire qu'un film, tu peux toujours te procurer le DVD puis regarder la copie chez toi, là, je comprends bien. Pas obligé de faire les festivals internationaux pour t'en tirer puis voir des films polonais ou hongrois. Tandis que dans votre secteur, faut se déplacer pour aller voir les expositions, voir le catalogue, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Donc vous, par exemple, comment faites-vous pour vous connecter aux tendances mondiales de ce secteur très mondialisé, ne serait-ce que par le marché? Bien, je dirais qu'en fait, j'ai été assez privilégiée étant donné que j'ai eu l'occasion de voyager vraiment beaucoup aux États-Unis et en Europe depuis les 10 dernières années. Donc, ça m'a permis quand même d'aller sporadiquement voir ce qui se passait dans les grandes présentations internationales. Et donc, en fait, quand j'ai commencé à écrire sur l'art contemporain en 2009, en revenant au Québec, j'avais plus consommé ce qui se passait à l'international et finalement, j'étais assez ignorante de ce qui se passait au Québec. Donc, ça a été comme le filtre inverse. J'ajouterais à cette espèce de regard latéral qui est vraiment nécessaire, c'est-à-dire un regard sur notre strate temporelle, que ce qui manque aussi souvent dans la critique, qui n'est pas une critique professionnelle et formée en histoire de l'art, c'est une capacité aussi à positionner les objets artistiques qui sont faits aujourd'hui dans une autre strate latérale qui serait une strate du temps passé aussi. Donc, pas seulement d'être capable de les positionner par rapport à la production internationale, mais être aussi capable de les positionner par rapport à la production historique. Oui, géographie et histoire, et vraiment parce que ça engendre des problèmes d'appréciation qui sont finalement tout aussi graves et cruciaux. Souvent, je lis des critiques et puis j'ai vraiment le sentiment que l'œuvre d'art est un enfonçage de porte ouverte radical, que c'est l'artiste comme tel, soit ne connaît pas son histoire de l'art et ne sait pas à quoi il réfère lui-même, et que pire, la personne qui écrit dessus n'en est pas non plus conscient. Donc, on finit par avoir des multiples strates d'échecs comme ça d'un positionnement historique qui joue vraiment fortement quand il s'agit par la suite de décider si oui ou non on va acquérir cette œuvre-là, par exemple, dans une collection. Est-ce qu'une œuvre qui n'est pas consciente de son positionnement temporel peut survivre au temps et avoir une forme d'existence, de pérennité dans son existence temporelle par la suite et vouloir encore dire quelque chose dans 10 ans si elle n'est même pas consciente de ce qui s'est dit il y a 10 ans? Donc, on a aussi ce problème-là, donc, dans notre strate temporelle et dans la multitude des strates qui forment l'histoire aussi. Mais pourtant, c'est vous trois qui les formez, là, les critiques, non? Non, il ne faut pas embarquer là-dedans? Non? Oui, OK. Non, mais c'est comme pour les... J'aime bien ça, toujours entendre les gens chialer contre la qualité de l'architecture à Montréal, y compris les profs d'architecture, alors que c'est eux qui forment les architectes. Non, mais est-ce qu'on ne peut pas faire les mêmes reproches aux critiques d'art, qui sont aussi des professeurs d'art, et aux directeurs de revues, qui sont aussi des professeurs en histoire de l'art? Bien, je dirais que je ne veux vraiment pas prendre le micro jusqu'à la fin des temps. Je dirais que, personnellement, dans ma pratique de chargé de cours, j'ai décidé il y a quelques années, donc ça fait 8 ans que j'enseigne à l'Université de Montréal, de revoir ma façon d'évaluer les contenus du cours en favorisant vraiment moins le fait de répéter ce que j'avais dit que de se l'approprier. Et donc, j'ai complètement modifié ma façon d'évaluer les enseignements, c'est-à-dire que les étudiants sont amenés à faire des dissertations sur table, mais sans aucun document. Et je leur demande vraiment de me montrer jusqu'à quel point non seulement ils se sont appropriés la matière, mais qu'ils sont capables d'en tirer quelque chose et d'en donner quelque chose de personnel par rapport à tout ça. Donc, parce que pour moi, cette unicité de la voix ou cette originalité de la voix est ce qui doit être développé. Je parlais avec une collègue artiste la semaine dernière qui me disait, qui enseigne en art visuel de son côté, elle me disait... Les jeunes artistes sont parfois tellement conscients de toutes les structures au sein desquelles ils évoluent, ils sont capables de produire des œuvres d'art parfaites, parfaitement prêtes pour la médiation, parfaitement prêtes pour les subventions, parfaitement prêtes pour une revue spécialisée, ouais, parfaitement prêtes pour la critique, mais on a tellement besoin de les... En fait, le seul moyen qu'on a pour les sortir donc de cette espèce de perfection parfaite technique, c'est de les amener dans une espèce de sphère plus psychologique par rapport à eux-mêmes. Donc, puis c'est un peu la même chose, je dirais, dans mon enseignement, c'est d'essayer de les sortir de cet académisme pour les forcer à développer des nouvelles façons de réfléchir les choses, vraiment plus dans un mode créatif. Bien d'accord. Non,
j'avais d'autres pensées en tête, mais par rapport à la connaissance de l'histoire de l'art. Et c'est vrai que nous sommes tous les trois ici historiens d'art de formation avec une conscience de l'importance de l'histoire dans l'analyse des œuvres. C'est pas toujours le cas. Et tu parlais des commissaires indépendants, la figure un peu passe-partout qui a remplacé celle du critique d'art il y a 20-30 ans. Il y a une culture de l'art contemporain maintenant qui vit d'elle-même et qu'on constate chez les jeunes artistes, chez les jeunes commissaires indépendants, qui se sentent délestés, à raison, du poids de l'histoire, de la nécessité d'avoir à connaître l'histoire de l'art, et parce que les amarres ont été rompues en 1960 ou autour de 1960, et que la culture contemporaine ne réfère plus à l'histoire de l'art ancienne. Or, vous parlez avec des artistes, et c'est à cette culture-là qu'ils s'intéressent, pas tous, mais... je pense à John Curran et Peter Doig qui sont venus au musée. Eux, c'est Pellegrini qui les intéresse. C'est telle même ligne, c'est ça. C'est pas la dernière installation de Ryan Trecartin. Ils sont eux-mêmes totalement investis dans un rapport à l'histoire. Mais donc, il y a une sorte de bulle de culture d'art contemporain qui s'est développée, autoréférentielle, qui se sent en effet... qui ne se sent pas d'obligation face à l'histoire. Mais c'est ça, les artistes eux-mêmes, dans leur formation, ont des cours d'histoire de l'art. Ils sont, dans leur pratique artistique, en dialogue avec l'histoire de l'art. On pense à toutes ces pratiques aujourd'hui qui reviennent sur le modernisme ou encore sur l'art conceptuel des années 60. Il y a eu beaucoup d'expositions autour de ça. Et donc, les artistes eux-mêmes sont en dialogue avec l'histoire de l'art. Les critiques se doivent eux-mêmes d'être toujours donc à jour dans leur connaissance de l'histoire de l'art pour justement être habilités à voir ces références-là dans les œuvres. Dans la formation des historiens de l'art, si on entrevoit la finalité de la critique d'art ou l'optique de pratiquer la critique d'art, ce qui demeure essentiel au cœur de l'exercice de la critique d'art, c'est bien sûr l'écriture, et on a très peu parlé de l'écriture. Donc, la critique d'art s'exerce d'abord et avant tout dans l'écriture. C'est l'écriture qui devient le véhicule, le filtre à travers lequel la compréhension de l'œuvre ou les pistes ouvertes vont être transmises. Et ce soin porté à l'écriture, donc il faut revenir aux bases, donc bien écrire, être des lecteurs d'abord et avant tout, des lectrices, et soigner cette écriture qui va teinter chaque regard posé sur les œuvres. Et en écrivant, le critique, la critique et les étudiants constatent que leur expérience de l'art en est intensifiée parce que l'écriture, c'est un temps d'arrêt. C'est pas juste s'arrêter devant l'œuvre, la regarder, mais c'est s'asseoir. Et des fois, le danger, c'est d'être porté par les mots et d'écrire autour d'un avatar, hein, de ne plus être devant l'objet d'art. Mais donc, c'est aussi de faire simple, c'est-à-dire de rester à l'essentiel qui est l'écriture. Bon, dernier droit, alors, autour de cette question. Je peux l'utiliser comme tremplin pour parler enfin des nouveaux médias. Vous les avez évoqués tout à l'heure. Je comprends que l'écriture demeure essentielle. C'est la base de votre métier. C'est le fondement même de toute votre la médiatisation, de votre travail de médiatisation. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. Il y a moyen de faire avec la parole, par la radio. Il y a moyen de faire par l'image aussi. Après tout, c'est des arts visuels. On souhaiterait peut-être en avoir un peu plus à la télé. Vous pouvez me parler un peu de ça. Mais aussi, on voit qu'il y a moyen de faire du multimédia et de faire de la critique en ligne, rapide, instantanée, ou bien très, très longue, peut-être, parce qu'il n'y a plus de contraintes d'espace. Bref, que représentent les nouveaux médias pour vous? Est-ce que c'est... Bon, je comprends que ça ébranle le milieu. Dans chaque crise, il y a des opportunités et des dangers. Pour vous, est-ce que la critique d'art va être soluble dans le web, est menacée par cette nouvelle bête, ou au contraire, là, vous y voyez quoi, un nouveau paradis, une sorte d'Eldorado, quelque chose de magnifique qui va sauver tout ça? Du côté négatif, je dirais que j'ai quand même une certaine inquiétude due au fait qu'il y a une espèce d'accessibilité dans des médias numériques qui a tendance à transformer la critique en simple opinion,
qui n'est pas nécessairement très informé, comme on disait tout à l'heure. Ce n'est pas toujours le cas, mais il y a aussi ça. Ce n'est pas bien grave si ça coexiste. J'ai fait de la radio sur les arts visuels à Québec pendant longtemps, puis c'était vraiment très agréable comme médium, ça fonctionnait bien. Mais juste comme des blogs qui s'intéressent à l'art, c'est parfait si ça existe. Là où ça peut poser problème, c'est si on arrive à un moment où des conseils de subvention, des trucs comme ça, se mettent à considérer tout sur un pied d'égalité, le moindre communiqué de presse n'est pas un article dans une revue spécialisée. Il faut quand même garder à l'idée qu'il y a une certaine forme de discours qui tout se vaut pas, en fait. Il n'y a pas de relativisme à ce point-là. Il faut du moins essayer de ne pas tomber là-dedans. D'un autre côté, le côté positif, donc, de cette dimension plus numérique, moi, je le vois, par exemple, dans la multiplication des possibilités de donner à voir l'œuvre à travers la critique. Je pense, par exemple, à la revue pour laquelle je travaille. On a envie de travailler avec de la lecture augmentée, c'est-à-dire, dans les pages de la revue, intégrer des codes barres que les gens peuvent scanner avec leur cellulaire, puis avoir accès, par exemple, à quelque chose qui serait de l'ordre du son de l'installation sur laquelle ils sont en train de lire pour dépasser le caractère strictement visuel. Ces possibilités-là n'existent qu'à travers le numérique. C'est hyper intéressant, tout ce que ça ouvre comme possibilité pour faire goûter l'œuvre avant que le public ne s'y rende ou pour faire comprendre l'œuvre. Mais c'est ça, il y a deux dimensions. On n'en parle pas souvent, on n'en parle pas assez. Ça crée beaucoup de polémiques et ça pose vraiment des questions qui sont importantes pour le milieu aussi. Je partage... non. Blog, ça serait comme... oui. Ça fait tellement 2008, c'est oui. ça? Okay. Déjà dépassé. Mais bon, je partage ton avis concernant peut-être les défauts d'une accessibilité à tous et à toutes de ce porte-voix qui est le web. En même temps, ça ouvre de très belles perspectives. Comme tu dis, c'est un support qui permet de véhiculer du sonore, de l'image en mouvement. En même temps, c'est peut-être faux d'y voir une panacée au problème de la critique et de rejoindre son public, son lectorat, parce qu'on se dit, mais sur le web, là, il y aura une possibilité élargie de rejoindre les gens. Mais il y a peut-être le danger plutôt de tomber dans la quantité, le nombre de clics, le nombre de j'aime, au détriment peut-être d'une profondeur, d'une qualité dans le discours. En fait, c'est intéressant comme tribune supplémentaire, mais je ne pense pas que ça va remplacer un contexte papier, que ce soit une revue spécialisée ou un hebdomadaire. Mais tous les médias, revues spécialisées, journaux sont obligés aujourd'hui de se faire la réflexion suivante. Devra-t-on adopter un support numérique? C'est nécessaire. À la revue S, on s'interroge aussi comment avoir un contenu web, comment rendre accessibles les contenus par le web. Mais quand on pense aussi à la finalité des textes critiques, ils ont quand même besoin, ces textes-là, d'avoir une crédibilité plutôt qu'une autorité. Et le contexte contribue à donner cette crédibilité-là. Donc, sur le web, c'est quelque chose qui s'évanouit un peu. C'est ça, le contexte est moins discernable. Alors, toi, Stéphane Aquin, si tu recommençais ta carrière de critique aujourd'hui, est-ce que tu aurais un blog? Tu serais sur un site Internet? Tu utiliserais le multimédia? Je pense que je vais m'ouvrir un compte Instagram, puis je vais juste envoyer des images de ce que j'aime. Bon, ben alors, je pose la question autrement. Là. Sur le site du New York Times, on voit de temps en temps le critique se promener avec caméra, en fait, probablement son iPhone, là, et faire visiter l'exposition, passer ses commentaires à chaud. Probablement qu'il a écrit son texte avant, là, c'est très bien fait. C'est très agréable parce qu'en plus, on voit les œuvres, c'est pas seulement qu'un texte. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un fantasme ou une tyrannie du texte dans votre milieu de la critique? Et est-ce qu'il ne faut pas davantage utiliser les ressources du multimédia pour rejoindre le public qui aime voir les images, qui veut de la photo, veut les voir les œuvres aussi, pas seulement qu'une reproduction en noir et blanc dans Le Devoir la fin de semaine? Non, mais tout à fait. Je faisais à peine une blague avec Instagram. Je connais beaucoup de gens qui suivent l'actualité juste en suivant des personnes dont ils respectent le jugement et qui repèrent ce qu'il y a d'intéressant avec ce niveau-là sans avoir à lire. Je ne dis pas que c'est l'horizon souhaitable, mais c'est effectivement la tendance lourde. OK. Mais ça concourt et ça confirme une culture de l'instantanéité. Mais
On peut y voir un appauvrissement si c'est ça, ce type de diffusion-là qui finit par prendre tout le terrain, qui justifie le fait que, bon, on va finalement réduire les pages, on va plutôt tout mettre ça sur le web parce que finalement, les arts visuels, c'est visuel. Donc, peut-être c'est ça, confirmer une culture de l'instantanéité, du choc de l'image, au détriment peut-être d'une réflexion qui prend le temps de se poser, de s'installer. Je dirais qu'il faut être un peu militant et continuer à donner du texte envers et contre tout, parce que ça reste quand même... Le texte, c'est pas seulement le texte, c'est aussi le temps de la pensée, en fait, pour se mettre en mots. Et c'est cet exercice-là, en fait, qui justifie et qui donne son importance à la critique d'art. C'est ce moment d'introspection qui se transforme en mots. Et c'est vraiment la base du langage. Donc, l'image pourra toujours dire mille et une choses, mille et un mots, mais le texte reste quand même une façon de communiquer entre deux esprits, un esprit qui donne et un esprit qui lit. Et il ne faut pas se désespérer du niveau d'analphabétisme d'une certaine frange de la société, même les universitaires, analphabétisme culturel. Il faut continuer à militer pour que le texte reste quelque chose de central, mais toutes ces dimensions autres du numérique peuvent être vues comme des plus-values à ajouter au texte, peut-être pour aller chercher des nouveaux lectorats, mais aussi pour intéresser encore plus les lectorats qui sont déjà intéressés, parce qu'il y a des gens qui sont intéressés. Oui, la critique d'art est en crise, mais si on peut dire que tout est en crise, c'est peut-être qu'il n'y a plus de crise, on est tous endettés, on pourrait tous éliminer nos dettes. En même temps, c'est peut-être comme pour le problème se pose aussi dans le journalisme, dans les médias. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on vit dans une situation d'infobésité, de surplus, mais du même, en fait, et ça donne d'autant plus de chances, d'occasions pour les productions de qualité de se démarquer et de faire des preuves de leur excellence et de trouver leur public. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup du même, quand on est un peu différent, on se démarque aussi. Et donc, je vais terminer avec ça, parce que le temps presse, puis la pluie nous empêche de parler peut-être aussi. Oui, ça va s'effondrer. Mentionner la crise est peut-être là, tout est en crise, mais quand même, c'est vrai qu'on a des signes qu'il y a des choses qui ne vont pas. Par exemple, certaines grandes revues sont disparues ou n'ont plus leur aura. Pareil qu'Art Press, c'est plus ce que c'était. Je ne sais pas, je ne le lis plus moi-même. Parachute, où Marie-Ève a déjà travaillé, a disparu. Peut-être vous-même aussi, vous y avez travaillé, je ne sais pas. Mais il reste quoi là, maintenant pour vous comme production phare dans cette immense production là, sur le web qu'on peut retrouver gratuitement et dans les kiosques et maintenant des centres commerciaux pour les revues. Vous achetez quoi? Vous lisez quoi? Qu'est-ce qui vous fait encore vibrer? Qu'est-ce qui vous fait vous déplacer presque en pantoufle le samedi matin pour dépenser 15, 20 ou 30 dollars pour acheter quelque chose de qualité? Qu'est-ce que vous recommandez, bref, aux gens qui sont ici? À part ETC. Je recommande fortement toutes les revues culturelles québécoises, théâtre et littérature. Allez sur le site de la SODEP, c'est génial. C'est vraiment une espèce de coffre au trésor magnifique. Sinon, à l'international, il y a des revues que je trouve vraiment intéressantes, comme Cabinet, par exemple, ou Freeze. Il y a vraiment toutes sortes de choses qui existent, mais moi, j'ai eu tendance à... C'est comme quand je vais dans une nouvelle ville, j'ai souvent envie d'aller dans le musée d'histoire naturelle, en fait, je veux voir des dinosaures. Je ne suis pas nécessairement tout le temps dans le monde de l'histoire de l'art ou de l'art contemporain. Donc, il y a plein d'autres choses qui nourrissent ma réflexion sur le web, sur l'histoire en général. Donc, il faut vraiment juste aller devant le kiosque et regarder ce qu'il y a et y aller selon ses goûts, parce que la culture, c'est pas quelque chose qui doit être enligné d'une certaine manière, mais tous les chemins y mènent dans la mesure où on prend des chemins de qualité. Non, je lis Le Devoir. Commencer par Le Devoir. Mais la clé est dans la diversité des sources consultées, bien sûr. Moi, je suis restée attachée à une revue universitaire sérieuse comme October, dont la présentation graphique n'a pas changé depuis 1976, numéro 1. Un moins de gauche radicale, oui. Mais il se questionne par ailleurs là-dessus. Mais j'aime aussi regarder les publicités dans Art Forum. Oui. C'est le contenu éditorial. Mais bref, diversifier les sources et fréquenter les librairies spécialisées.
comme Artex, mais ailleurs, les librairies dans les musées à l'étranger. Moi, j'aime beaucoup puiser dans les sources spécialisées parce que ça permet d'avoir un pas derrière, un recul, une distance. Là, je travaille sur un projet sur le western. Alors, je lis les biographies de Billy the Kid, de Buffalo Bill, et je m'amuse comme un fou. Mais sinon, j'ajouterais à toutes ces lectures, en effet, qui sont très bonnes. Je suis un fan du New Yorker. Et pour la critique d'art, Peter Sheldon, mais pour l'ensemble. Et donc, Hilton Hals, qui est un critique de théâtre formidable, Alan Ross en musique classique, qui est génial. Et ça nous tient informés d'un ensemble de productions. Et ça nous permet de faire des liens aussi entre ce qu'on voit dans les galeries, dans les musées, et puis ce qu'on peut lire ou ce qu'on peut entendre. Et j'y trouve toujours une bonne source d'inspiration. Et sinon, effectivement, les pages publicitaires de Art Forum sont indispensables. C'est le Vanity Fair de l'art contemporain. Alors, OK. Bon, ben, alors, Stéphane Aquin, merci. Mme Charon, Mme Bouchard, merci. Et donc, je pense que ça s'arrête là. Donc, vous avez autre chose à rajouter. Sinon, on est très contents. Merci de tout ça. Merci et à lisez toi. le devoir. Merci Stéphane.